Salut tout le monde. Comme je vous ai dit la semaine passée, aujourd'hui ou cette semaine, le lundi c'est un jour férié. Donc on va faire le cours, mais je vais enregistrer le cours et vous pouvez le voir à votre temps libre de cette semaine. Et vous allez aussi avoir un laboratoire qui sera à votre disposition cette semaine aussi. Donc je vais partager mon écran puis après on pourra donc passer à travers le contenu du cours et une révision de ce qu'on avait vu la semaine passée. Je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va voir le module 4 du cours gestion d'un serveur Linux. On va faire un petit résumé sur ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc, c'est quoi le server hardening? Donc, le renforcement du serveur ou renforcer la sécurité du serveur. Donc, on avait vu quelques méthodes pour faire cela. Donc, une des méthodes, c'était de limiter l'accès au compte root, au admin. Donc, limiter les personnes qui peuvent utiliser sudo. Une autre méthode, c'est de bloquer les ports non utilisés. Donc, si jamais j'ai un serveur web, mais je ne veux pas autoriser HTTP, donc le port 80, parce que je veux seulement HTTPS, donc une connexion sécurisée, mais je vais bloquer le port 80 dans ce cas-là. Une autre méthode, c'était de désinstaller, je veux dire, toutes les packages ou les programmes qu'on n'utilise pas dans notre serveur. Donc, tout ce qui servait à rien, mais on pouvait s'en débarrasser pour améliorer la sécurité. Comme ça, on n'a pas besoin de faire la mise à jour de tous ces appareils, tous ces programmes-là. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ces programmes-là. Que contient le fichier etc passwd? Donc, etc passwd, ça contient la liste des utilisateurs avec leurs caractéristiques, donc leur nom, adresse, numéro de téléphone, local, euh, son répertoire de base, le shell qu'il utilise. Donc tout ça c'est dans etc passwd. Ça ne contient pas leur mot de passe. Donc le mot de passe c'est dans etc shadow. Donc il faut faire la différence entre etc passwd et etc shadow. C'est quoi PAM? Mais PAM c'est un ensemble d'outils qui va nous aider à gérer les sessions d'authentification des utilisateurs, donc ou plutôt gérer l'authentification des utilisateurs, donc gérer à quelle heure ils se connectent, d'où ils se connectent, euh, la politique de mot de passe, leur session. Donc ça c'est, on peut faire ça dans PAM. C'est quoi UID? Mais c'est le user ID, donc c'est identifiant de user. Donc chaque user il a un ID unique, donc on l'identifie avec son UID. Comment on crée un utilisateur? Donc il y avait deux commandes, donc c'était quoi? C'était soit user add ou add user. Donc ces deux commandes là nous permettaient de créer des utilisateurs donc sur le serveur ou le client, donc ça marche dans les deux. Quel système d'authentification Linux supporte? Donc on avait vu il y avait LDAP qui était pour Linux, il y avait Kerberos et il y avait NIS, donc NIS. Donc ça c'était comme LDAP mais plus simplifié. Donc si jamais vous avez 10 PC et moins, donc vous pouvez les utiliser. LDAP lui c'est vraiment, on peut le comparer comme Active Directory. Donc les deux se ressemblent pas mal. Quel est l'ordre de vérification des permissions? Donc ça c'était, on commençait toujours par le user parce que c'est lui le plus facile à regarder ou à checker les permissions. Par la suite, on va passer au groupe. Donc au groupe, on peut avoir plusieurs users. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps au processeur ou au serveur d'évaluer chaque user. Puis par la suite, on va passer au autre. Donc autre, ça peut être n'importe qui. Donc là, ça prend plus de temps à vérifier. Donc c'est vraiment user, groupe et autres. C'est juste une question de performance parce que lorsque vous êtes dans un environnement serveur, donc avec beaucoup de fichiers, mais si jamais il faut qu'on vérifie toujours dans autre, mais ça va prendre beaucoup de ressources de notre serveur. Donc tout le CPU va être réservé à regarder les permissions, etc. Donc si on regarde si le user il a ses permissions,
Et c'est directement oui. Mais là, on simplifie beaucoup de tâches pour regarder le groupe et les autres. C'est qui John? Donc John, c'était l'outil qui nous permettait de tester les mots de passe ou de tester ou essayer de craquer le mot de passe avec un dictionnaire de mots de passe. Donc on a vu ça dans le laboratoire. Donc pour le contenu de ce module-là d'aujourd'hui, donc la nouvelle matière, on va voir les permissions avancées, on va voir les permissions spéciales, la gestion des processus. Donc ça doit être déjà vu dans Linux 1, donc PS, Stop, Kill. Puis grep, c'est aussi un sujet qui doit avoir déjà été vu et abordé dans Linux 1. Donc on va faire un survol sur ces deux sujets-là ici. Donc, si on regarde les permissions avancées, donc les permissions avancées, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? C'est comme les permissions que vous avez vues jusqu'à date, donc read, write, execute. Donc ça, c'était ces permissions-là, vous les avez appliquées soit à un utilisateur ou à un groupe en particulier. Mais disons, si jamais je voulais appliquer ces permissions-là à plusieurs utilisateurs ou à plusieurs groupes différents, comment est-ce que je pourrais faire ça? Mais je dois utiliser des FACL, donc c'est des File Access List qu'on appelle. Donc c'est une liste de permissions que je donne à plusieurs groupes différents ou à plusieurs utilisateurs différents. Comme ça, je n'ai pas besoin d'ajouter un user dans un groupe ou de mélanger les groupes ensemble. Donc, je peux garder les groupes qui sont distincts, donc des groupes séparés. Et avec des FACL, donc des File Access List, je pourrais gérer qui a accès, donc plusieurs groupes ensemble ou plusieurs, disons, users ensemble, donc sans qu'ils soient dans des groupes tout mélangés ensemble. Donc si je vous montre un exemple sur Windows, disons, donc si je prends le module d'aujourd'hui, donc je vois les permissions qui sont attribuées à ce fichier-là ici, donc je vais dans sécurité. Donc je vois ici que l'utilisateur Nader, il est sur les permissions de ce fichier. Je vois aussi il y avait le groupe administrateur et le groupe système. Donc là, j'ai trois identités différentes. Donc j'ai un user et j'ai deux groupes qui ont accès à ce fichier-là ici. Mais pour qu'on puisse faire ça dans Linux aussi, il faut qu'on utilise des FACL. Parce que par défaut, lorsque vous faites chmod U plus X, mais U c'est l'utilisateur avec lequel on est logué en ce moment-là. Mais si jamais je voulais donner à un autre utilisateur, mais là, je n'ai pas l'option de spécifier c'est qui le user. Donc là, je suis obligé de passer par des FACL pour spécifier le user ou le groupe que je veux ajouter. Donc si je lis la capture d'écran ici, donc getText.cfg, donc c'est l'extension avec le fichier que je veux. Donc getFACL, elle va aller chercher la liste ou les permissions qui sont déjà attribuées à ce fichier-là. Et là, si je lis le fichier, donc si je lis la sortie, ça dit que le file, ça c'est le nom, le owner, c'est ça ici, le groupe, c'est ça ici. Donc le user, qui est le owner, qui fait référence au owner, il a read et write. Et là, après, je vois ici user dummy. Donc user dummy, ça c'est un autre utilisateur qui a read-write sur ce fichier-là. Donc là, vous voyez ici, donc là j'ai pu ajouter deux utilisateurs sur le même fichier ou le même dossier ou répertoire. Donc ça peut être sur des dossiers ou répertoires. Donc ça c'est avec getFACL, puis le nom du fichier, je vais aller chercher la liste qui est déjà appliquée par défaut. Maintenant, si jamais je veux mettre une nouvelle liste ou je veux changer la liste, donc il faut que j'aille faire set FACL. Donc ça me permet de configurer les permissions en détail d'un fichier ou d'un dossier. Donc avec l'option "-m", je pourrais modifier je pourrais modifier l'access list ou le file FACL.
Donc, je pourrais dire set facl-m. Là, le U, c'est pour dire user. Je mets 2 points. Je donne le nom de ce user-là. Par la suite, je fais encore un autre 2 points. Puis je dis que ce user-là, là, il a read, write, puis execute sur text.cfg. Et par la suite, je fais juste get. Donc, j'imprime le résultat de cette access list là ici. Donc, je vais aller dans mon serveur ici, puis on va faire une petite démonstration. Ok. Donc, ls, disons. Ok. Donc là, je vais aller dans dossier documents. Donc, c'est des documents. ls. Donc là, j'ai rien. Je vais créer un fichier qui s'appelle donc touche file. Juste touche file 1, disons. ls. Donc là, je vais faire file 1. Puis ça, si je fais ls-l pour voir les permissions. Donc, si je lis ici, j'ai write execute. Ça, c'est le owner. En fait, c'est write read. Donc, je peux lire et écrire. Le groupe, il peut lire et écrire. Et les autres, ils peuvent lire le fichier. Ça, c'est les permissions de base que vous êtes tous habitués à avoir. Donc, là, ici, moi, j'ai un user qui s'appelle Bob sur mon système. Donc, moi, je veux laisser Bob écrire dans ce fichier-là ici. Donc, je veux laisser Bob écrire dans file 1. Donc, si jamais je fais sudo, donc, je fais juste su Bob. Donc, je vais changer d'utilisateur. Je vais aller à Bob. Puis, je rentre le mot de passe de Bob. Donc, et là, je fais encore un autre ls. Donc, je vois le file 1. Donc, là, ici, je suis bien dans Bob. Mais là, si j'essaie de faire nano file 1, là, ici, si je regarde ici, ça dit file is unreadable. Donc, si j'écris bonjour, disons, et je fais CTRL X, il me dit est-ce que tu veux sauvegarder? Donc, si j'appuie sur oui, donc yes, puis j'appuie sur Enter, il me dit tu n'as pas les permissions. Donc, permission denied. J'ai pas les permissions sur ce fichier-là ici. Donc, c'est normal. Pourquoi? Parce que si je regarde ls-l, donc si je vais sortir de Bob en premier, et que par la suite je fais clear ls-l, c'est normal parce que quand je me suis logué en tant que Bob, donc je ne suis plus Nader, donc j'ai pas le droit de écrire puis lire, et Bob n'est pas dans mon groupe, donc il n'a pas le droit de lire et écrire. Donc Bob, il est seulement dans autre, donc il peut seulement lire le fichier, mais il peut pas écrire là-dessus. Mais là, si je voulais donner accès à Bob pour lire ou pour écrire plutôt dans le fichier, mais là ici, je vais pas aller ajouter Bob dans le groupe, parce que ça peut devenir plus complexe là. Donc si jamais j'ai un système ou des fichiers plus importants et qu'il est toujours dans le groupe Nader, mais il pourra consulter tous les autres fichiers ou tous les autres dossiers qui sont importants pour moi. Mais moi, je veux seulement lui donner accès à file 1. Donc, on va utiliser les FACL ou les File Access List. Donc, comment je vais mettre celle-ci? Donc, c'est set. Donc, on va changer de la facette. Donc, set FACL. L'option "-m" pour modifier l'access list. Par la suite, c'est U pour dire user. Si jamais c'est un groupe, je vais mettre un J pour un user. Mais là, c'est U. Je mets 2 points, puis je vais mettre le nom de l'utilisateur. Donc, dans ce cas-là, c'est Bob. Je vais mettre encore 2 points. Puis là, ici, je vais mettre les permissions que Bob... Donc, les permissions que je vais ajouter à Bob sur ce fichier-là ici. Donc, moi, je vais ajouter à Bob l'option de lire puis écrire. Donc, ça sera write. Et W, donc lire et écrire. Donc, read et write. Par la suite, il faut que je donne le espace, puis je donne le nom de fichier. Donc, dans ce cas-là, c'est file. Donc, c'est file 1 ici. Donc, la commande a fonctionné. Donc, je n'ai pas eu d'erreur. Et pour être sûr qu'elle a fonctionné, je vais faire get facl. Désolé. Donc, c'est get facl. Et le nom de fichier, donc c'est file 1.
Donc, si je lis ici, c'est-à-dire que le fichier s'appelle file1, le propriétaire c'est Nader, le groupe propriétaire c'est Nader, le user qui est Nader, il a droit de lire et écrire. Et là, ici, je vois user Bob, il a droit de lire et écrire aussi. Ça va? Donc, maintenant, si jamais je fais sudo ou je fais juste su bob, Cisco 1, 2, 3, 4, le mot de passe, je fais clear, ls, ok, donc file 1 est là. Donc là, si je fais nano, file 1, vous voyez maintenant ici, file directory is not writable. Donc si je dis bonjour, ça a marché, ça ici. CTRL X, oui. Ok, donc 4, file 1. Ouais, donc j'ai réussi à écrire maintenant en tant que Bob. Donc si je fais who am I, je suis bien Bob. Et encore une fois, si je fais nano, Bob, non, nano, file 1. Donc là j'ai écrit bonjour, je peux dire salut. Donc CTRL X. Et là encore, si je fais cat, file 1, je peux lire encore le fichier et je vois ce que j'avais mis. Donc je vois le texte que j'avais écrit dans le fichier. Donc ça c'est pour les access lists d'un fichier. Donc ça peut être un groupe, ça peut être un fichier. Donc c'est avec l'option "-m" qu'on va modifier l'access list sur le fichier lui-même. Donc ça couvre les permissions avancées. Maintenant, on va voir les permissions spéciales. Donc, il y a deux types de permissions, il y a trois types de permissions spéciales. Donc, il y a set UID et on a set GID. Donc, set UID, ça va nous permettre, donc, ces deux options-là, donc ces deux permissions-là, s'appliquent soit sur un dossier, soit sur un fichier. Donc, puis, lorsqu'on l'utilise sur un dossier, lorsqu'on l'utilise sur un fichier, ils font complètement deux choses différentes. Donc, je vais m'expliquer. Donc, si j'applique setUID sur un répertoire, donc sur un dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, donc lorsque je vais l'appliquer, il va mettre tous les fichiers dans mon répertoire. Il va me mettre moi comme owner. Donc, il va prendre, donc même si Bob écrit le fichier, donc même si c'est Bob qui a écrit le fichier, il va changer le owner de ce fichier-là à Nader. Donc, pour ce répertoire-là ici. Donc, si jamais j'avais, je sais pas moi, 3 users, et chaque user, donc ils vont écrire dans home ben, donc ils écrivent dossier 1 ou ils écrivent fichier 1, fichier 2, fichier 3. Mais le propriétaire de ces trois fichiers-là, il va être Nader, ou il va être Ben, même si c'est Alice Bob qui a écrit le fichier. Pourquoi? Parce que ça hérite le propriétaire, donc ça va hériter le propriétaire pour les fichiers du répertoire. Et comment on applique ça? C'est avec chmod U plus S. Donc S c'est pour dire Special Permissions, donc c'est U pour utilisateur, donc parce qu'ici on a UID, plus S c'est pour dire les permissions spéciales. Donc ça va prendre tous les fichiers et ça va les attribuer le propriétaire. Donc ça va attribuer à la case propriétaire le UID de mon user. Ça, donc cette GID, donc ça fait la même chose, mais ça va mettre le groupe comme propriétaire des fichiers. Je vais vous montrer un exemple. Donc, là, si je fais ls, ok, cd, ls. Ok, donc là, ici, j'ai un fichier, ou j'ai plutôt un dossier qui s'appelle Cisco. Et le dossier Cisco, donc le dossier Cisco ici, il a été créé par root et il appartient au groupe Super Héros. Et que je vois ici que sur ce dossier-là, le root, il a toutes les permissions
et le groupe, il a toutes les permissions aussi. Mais les autres, ils ont seulement droit de lire puis exécuter le dossier. Ça va à date? Donc, maintenant, si je fais cd Cisco, je fais ls. Donc là, j'ai pas de fichier. Disons que je fais touche. Donc touche. Puis en passant, donc Nader et Bob font partie du groupe super-héros. Donc je vais faire touche cours 1. Là, je vais ls. Donc cours 1 est là. Je fais ls-l. Donc je vais voir que le propriétaire, c'est Nader. Et le groupe propriétaire, c'est Nader aussi. Ok. Donc je vais faire sudo et non, su bob. Je vais remettre le mot de passe. Et là, si je fais ls, donc je vois cours 1. Je vais faire aussi touche cours 2. Et là, j'efface mon écran, je fais ls-l. Maintenant, je vois que donc Nader a créé le cours 1, Bob a créé le cours 2. Maintenant, moi, je veux que le groupe super-héros soit, lui, le propriétaire de ces deux fichiers-là ici, où à chaque fois qu'on ajoute un nouveau fichier dans ce répertoire-là Cisco, par défaut, je veux que super-héros soit le propriétaire de ces fichiers-là ici, ou le groupe propriétaire de ces fichiers-là ici. Parce que là, c'est Nader et c'est Bob. Donc, on va utiliser les permissions spéciales qu'on avait vues tout à l'heure. Donc, c'était quoi les permissions spéciales? C'était sudo. Donc là, on parle de groupe. Donc, c'est sudo chmod. Donc, si je regarde ici la présentation, donc je vais permettre d'hériter du groupe pour tous les fichiers qui vont se trouver à travers. Donc, ça, c'est ça ce que je veux. Donc, c'est chmod. J, c'est pour le groupe. Plus S, c'est pour ajouter les permissions spéciales, qui est set JID. Et là, je vais mettre le nom de mon répertoire. Donc, dans ce cas-là, c'est sudo chmod. Donc, c'est U. Non, c'est G pour groupe. Plus S, les permissions spéciales. Et là, je vais donner, donc c'est quel répertoire que je veux faire là-dessus. Donc, c'est sur quel répertoire que je veux faire ceci. Donc, ce sera dans Cisco ou sur Cisco que je vais faire. Chmod, ok, un instant. Il faudra que je retourne dans le répertoire. Ok, chmod plus, non, G plus S. Et là, ça, je vais appliquer ça sur Cisco. Puis là, je dois mettre sudo au début. Sudo. Et là, je dois mettre le mot de passe. Encore une fois. Ok, attends un instant. Il faudra que je fasse ça depuis Nader. Ok, clear. Sudo G plus S. Chmod en premier. Chmod G plus S. Puis là, je vais appliquer ça à Cisco. Un instant. Je dois sortir encore une autre fois. Désolé. Sudo chmod G plus S. Et je vais mettre ça à Cisco. Je vais mettre le mot de passe. Parfait. Donc là, je fais ls-l. Donc, ça, c'est mon répertoire Cisco. Et là, si on regarde ici, donc vous voyez maintenant, j'ai le S qui est apparu dans le groupe. Donc, WRX, c'est la première partie, c'est pour le user. Maintenant, par la suite, ça c'est l'autre partie, c'est pour le groupe. Donc là, maintenant, j'ai le S ici pour le groupe lui-même. Donc, maintenant, j'ai encore un autre utilisateur qui s'appelle Alice, ou je vais utiliser Bob encore. Donc, SU, je vais aller dans Alice, là. Alice, Cisco 1, 2, 3 et 4. CD Cisco, ls-l. Donc, à date, ça n'a pas changé. Donc, maintenant, si je fais touche cours 3 et que je fais ls-l, donc, vous voyez maintenant, donc, Alice, elle a son propre groupe. Mais puisque j'ai créé, donc Alice, elle a son propre groupe qui s'appelle Alice, mais puisque j'ai mis la permission ou le set JID sur
le dossier, tous les nouveaux fichiers qui vont se créer par la suite dans ce dossier-là, ils vont hériter donc le groupe propriétaire de ce groupe, donc de ce dossier-là ici. Donc parce que le dossier, donc le groupe propriétaire du dossier, c'est super-héros. Donc tous les fichiers que je vais créer par la suite dans ce dossier-là, ils vont être donc ils auront super-héros dans leur groupe propriétaire parce que c'est la permission qui dit de faire ceci. Donc c'est comme dans Windows, si jamais vous avez géré des permissions d'héritage dans Windows, mais lorsque vous avez créé des dossiers ou des fichiers, donc je peux mettre l'héritage, que ça vient de l'utilisateur actuel ou du groupe actuel du dossier. Donc même si maintenant je vais dans même si maintenant avec l'utilisateur Nader, je fais cd Cisco et que je fais touche cours 4, par exemple, et je fais ls-l, vous voyez, tantôt, Nader, il avait créé le fichier avec Nader comme groupe propriétaire, mais maintenant, puisque j'avais appliqué tout à l'heure la permission spéciale, maintenant, c'est super-héros qui va être toujours par défaut le groupe propriétaire des fichiers sur ce répertoire-là ici. Donc là, je vais faire clear. Donc ça, c'est pour le premier, donc disons la première permission spéciale. Maintenant, on a d'autres permissions spéciales maintenant, parce que j'ai déjà dit que quand on applique ça sur un dossier, c'est différent de lorsqu'on applique ça sur un fichier. Donc lorsqu'on applique ça sur un fichier, ça va ajouter les propriétés ou les droits du propriétaire du fichier. Donc ça va ajouter ces droits-là au script. Donc ça s'applique seulement au script. Donc je vais donner un exemple. Disons que moi je suis administrateur du système, du serveur La Cité sur, disons, LDAP pour gérer les comptes des utilisateurs ou des étudiants. Donc, ce n'est pas à moi à chaque fois d'aller créer les comptes des utilisateurs parce que sinon, moi, je vais trop charger parce qu'on a à peu près 1200 étudiants qui rentrent à chaque année. Donc, c'est beaucoup de travail pour l'administrateur. Donc, l'administrateur doit s'occuper d'autres choses à faire dans le système que juste créer des utilisateurs. Donc, on va passer ce rôle-là, ou on va passer ces tâches-là à un technicien. Donc, le technicien n'est pas forcément administrateur, donc il n'a pas les accès root, mais pour qu'il puisse exécuter un fichier avec les permissions root, je vais utiliser setUID, donc les mêmes permissions qu'on a vues tout à l'heure, mais sur le fichier. Donc lorsque je vais créer le script, je vais lui dire setUID ou chmod u, donc pour utilisateur, plus s pour permission spéciale, le script. Et maintenant, lorsque lui va exécuter, donc si c'est Bob, disons qu'il est le technicien, lorsque lui il va exécuter le script, mais il n'a pas besoin d'utiliser sudo ou il n'a pas besoin d'avoir les permissions spéciales pour pouvoir l'exécuter. Il peut l'exécuter comme il veut, puisque je lui ai donné ou il a hérité les permissions donc, de mon compte dans le fichier lui-même. Donc c'est comme si je prenais mes permissions du système et je les mettais dans le fichier. Comme ça, je peux donner ce fichier-là à peu importe la personne et cette personne-là pourra exécuter le fichier comme si c'était moi qui l'exécutais en tant que tel. Donc c'est comme si je mettais mes permissions dans le fichier puis je distribue ça à n'importe qui pour qu'il puisse utiliser ces permissions-là dans le fichier sans utiliser sudo ou d'autres commandes pour être administrateur. Donc c'est la même chose pour le groupe. Donc si jamais je veux donner ça à un groupe spécifique, je pourrais faire la même chose. Donc ici en fait, ça c'est G ici et ça c'est S ici. Donc c'est U plus S ou G plus S, ça va faire la même chose. Mais là ici c'est pour l'user et ici c'est pour le groupe. Et là ici ça s'applique seulement au script. Donc ça ici on va pas l'utiliser pendant le cours. On va utiliser plutôt ces deux permissions là qu'on avait vu
tout à l'heure dans le groupe. Mais ça, c'est bon à savoir. Comme ça, si jamais vous êtes administrateur, mais que vous êtes trop chargé de travail et que vous voulez passer votre script ou votre programme à un technicien pour qu'il s'en occupe, sans lui donner les droits d'administrateur, mais vous pouvez faire une copie de vos permissions si vous voulez, les mettre sur le dossier et lui pourra l'exécuter avec vos droits, donc votre droit d'administrateur, etc. Donc ça c'est pour la partie ici. Par la suite, on a les permissions donc du sticky bit. Donc sticky bit, c'est une permission qui s'applique uniquement au propriétaire du répertoire ou du fichier. C'est une permission qui va permettre seulement au propriétaire de supprimer ou de renommer son contenu. Donc tout à l'heure ici, si vous voyez, donc si je fais ls-l, donc puisque Nader, Bob et Alice font partie du super-héros, donc eux ici, ils peuvent manipuler ces fichiers-là ici. Mais si jamais je veux pas que Nader efface le fichier d'Alice, mais je vais appliquer le sticky bit pour pouvoir limiter que le contenu soit effacé ou que le contenu soit renommé. Donc je vais faire une petite démonstration. Donc je vais faire cd ls-l. Ok, donc là je vais faire chmod plus t. Donc c'est pour mettre le sticky bit, c'est plus t. Et je vais mettre, il faudra que j'utilise sudo en premier. Sudo chmod plus t. Et je vais mettre le nom, donc ce sera Cisco ici. Et là si je fais ls-l, vous allez voir ici, il y a un petit t qui est apparu sur ce dossier-là. Donc ça veut dire qu'il y a le sticky bit. Et si vous regardez, ça a changé de couleur. Donc là ici, j'ai comme le nom est comme highlighté. Tantôt ici, il n'était pas highlighté, mais maintenant ici, il est highlighté. Donc ça veut dire que j'ai le sticky bit qui est activé sur ce répertoire-là ici. Donc maintenant, si je fais cd Cisco et que j'essaie de donc ls-l et que j'essaie d'effacer le fichier de Alice, donc rm Alice, non pas Alice, mais rm core 3, je veux dire. Donc vous voyez ici, ça me dit que permission ou opération not permitted. Donc il m'a deny, donc j'ai plus le droit de faire ceci. Même chose, donc même si c'est Alice voudrait effacer le fichier de Nader, elle n'aura pas le droit. Même si je veux renommer le fichier, je ne vais pas avoir le droit. Donc, si jamais je veux faire mv cours 3, je sais pas moi, cours 100. Mais la permission n'est pas permit, non, ou n'est pas... donc, c'est denied parce que j'ai pas les permissions nécessaires à cause du sticky bit. Donc, ça, c'est le sticky bit. Donc, ça me permet de conserver ou ça me permet de... uniquement laisser le propriétaire changer le contenu de pas le contenu mais comme renommer ou supprimer lui-même son fichier. Maintenant ça c'est que lorsqu'on l'applique sur un répertoire, ça fait cette fonctionnalité là. Lorsqu'on l'applique sur un fichier, donc ça c'était utilisé dans le passé vraiment dans le passé là, c'est lorsqu'on appliquait ça sur un fichier, ça veut dire qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que laisse ce fichier-là dans la mémoire vive. Donc, parce que ça se peut que ce soit un fichier qu'on va exécuter plus souvent. Donc, ça disait de le laisser dans la mémoire vive. Pourquoi? Parce que dans le passé, la mémoire vive, ça coûtait extrêmement cher. Puis, les ordinateurs n'avaient pas autant de mémoire vive que ce qu'on a dans les ordinateurs de nos jours. Donc, tu peux avoir seulement quelques mégabits. Mais tu voulais pas prendre une copie à chaque fois du disque dur, l'envoyer au RAM pour qu'il puisse s'exécuter. Donc ils ont trouvé la solution de mettre le sticky bit sur un fichier pour qu'il soit conservé dans la mémoire vive. Comme ça, lorsque je vais l'exécuter à plusieurs reprises, je n'ai pas à aller dans le disque dur pour récupérer le fichier, etc.
Mais ça, c'était dans le passé. Là, maintenant, on a des ordinateurs qui sont très puissants. Donc, on a 8 gigs de RAM, 16 gigs de RAM, 32, 64, etc. Donc, on n'a plus besoin de cette fonctionnalité-là ici. Donc, même chose que même dans les donc, même que les permissions standards. Donc, on avait des valeurs numériques. Ici aussi, on peut mettre des valeurs numériques à nos permissions avancées. Donc, je peux mettre 1 pour StickyBit, 2 pour setGID et 4 pour setUID. Et je peux mettre ça ici. On avait les trois numéros ici, mais ça sera un numéro, donc une case avant. Je mettrai 1 à 7, donc je peux les additionner comme ce qu'on avait vu dans le passé avec les permissions standards. Donc, vous pouvez utiliser les chiffres. Mais j'ai vu que la classe est plus habituée avec les lettres. Mais si jamais vous êtes plus habitué avec les lettres, on pourra continuer à utiliser les lettres. Comme ça, ce sera plus facile pour vous à comprendre le contenu ou comment les utiliser. Donc, maintenant, on va voir la gestion des processus. Donc, comment est-ce qu'on gère les processus dans Linux. Donc, on a deux types, disons, si vous voulez, où on a deux formats distincts de processus. On a un processus en premier plan et on a un processus en arrière-plan. Donc, le processus en premier plan, c'est lorsque je vois, disons, le script fonctionner, ou lorsque je vois la commande devant moi dans le terminal qui est en train de s'exécuter. Donc, par exemple, si je vais voir ici, donc si je fais ping 8. Désolé. Donc ping 8.8.8.8. Donc là ici je vois le processus du ping et il se passe devant moi sur l'écran. Donc si jamais je veux, donc ça serait un type de permission premier plan. Donc si jamais je veux arrêter ce type de permission là ici premier plan, je fais juste CTRL-C et ça va arrêter la séquence de ping que j'ai envoyée à 8.8.8.8. Maintenant, si jamais je veux mettre cette séquence, donc je vais mettre ce ping là, mais en arrière-plan. Donc je peux faire CTRL-Z. Et vous voyez ici, donc ça l'a pas arrêté, mais ça l'a mis en arrière-plan. Donc ça l'a mis comme en arrière-plan, comme ça je peux plus le voir, mais je peux toujours utiliser mon terminal. Et si jamais je veux que le processus revienne comme dans le premier plan, je peux utiliser la commande FG ici pour mettre le processus en premier plan. Puis je donne le numéro du processus. Donc, si jamais vous ne donnez pas le numéro du processus, donc faites juste FG sans le numéro du processus, le nom du processus. Il va vous ramener le dernier qui a été mis en arrière-plan. Donc dans ce cas-là, j'ai juste le ping. Donc si je fais FG, je vais avoir mon ping. Et vous voyez maintenant, il est toujours en train de continuer. Donc il n'a pas arrêté, il est toujours en train de continuer. Donc si je fais CTRL-C maintenant pour l'arrêter, donc il a envoyé 15 paquets. Donc pendant que même il était en arrière-plan, il faisait envoyer des paquets au serveur. Donc ça c'est les deux différents types de processus. Donc premier plan, on le voit devant nous. Arrière-plan, ça se passe donc pas devant l'utilisateur, mais dans le système, mais en arrière-plan. Donc on n'a pas une visibilité là-dessus, sauf si on l'amène en premier plan. Donc ça c'est pour les deux types de gestion, ou des deux types de processus ici. Donc, par la suite, donc pour tous les services que vous voulez démarrer pendant l'amorçage, donc pendant le démarrage de l'ordinateur, vous pouvez aller dans etc/init.d. Donc, cd etc init.d ls-l, donc ou ls disons. Donc ça c'est toutes les processus maintenant qui démarrent
lorsque je allume mon ordinateur. Donc lorsque j'allume la machine virtuelle, tous ces processus-là, ils démarrent avec la machine elle-même. Maintenant, si jamais vous voulez ajouter d'autres processus à celle-ci, vous pouvez toujours les ajouter dans ce répertoire-là, ici, et ils vont démarrer au fur et à mesure que l'amorçage se fait de l'ordinateur. Donc, sur Windows, mais il faut aller dans, je pense que c'était quoi? C'était gestionnaire de tâches, Task Manager. Vous allez dans Startup et vous allez mettre ici les applications que vous voulez qui démarrent ou pas du système. Donc, si jamais je veux que Teams arrête de démarrer, mais là ici c'est Enabled, donc Startup Enabled, mais je peux le mettre en Disable. Comme ça, Teams ne va plus démarrer à chaque fois que mon système redémarre ou mon système s'allume ou peu importe. Et aussi, donc pour contrôler les services, donc on a la commande top. Donc top c'est pour, donc ça va nous montrer, c'est comme un gestionnaire de tâches. Donc top, c'est comme le gestionnaire de tâches ici. C'est pas graphique malheureusement, mais c'est pas comme le gestionnaire de tâches comme c'est avec des boutons et tout ça. Donc ici c'est comme des lignes et tout ça. Ici je peux voir les processus qui sont en train de rouler maintenant sur mon serveur. Donc c'est comme le gestionnaire de tâches. Je peux mettre des options, donc vous pouvez regarder le manuel du top là pour voir les détails sur les paramètres. J'en ai mis ici quelques-uns qui sont importants. Donc M majuscule, ça va lister en ordre décroissant d'utilisation de mémoire. Donc du processeur qui utilise le plus de mémoire vive jusqu'à celui qui utilise le moins. Donc je fais juste M majuscule. Et vous voyez ici, ce processeur-là utilise 6,2%, donc c'est en ordre décroissant, donc 6, 1.6, 1.4 jusqu'à 0.5. Maintenant, si je veux filtrer donc en ordre décroissance toujours, mais par utilisation de processeur, je vais faire donc P majuscule, donc P majuscule, et maintenant c'est par pourcentage de processeur, donc 1.7, 2.3, 1.7, 1.3. Donc maintenant, c'est par ordre décroissant sur le processus. Sur le processeur, pas la mémoire vive. Désolé. L, c'est pour trouver un processus en particulier. Donc, si jamais je fais L, ici, il va me dire, ok, donc tape le nom du processus que tu veux trouver. Donc, disons que je veux trouver tout ce qui a été initié par Nader. Donc, je peux dire Nader. Et vous voyez ici maintenant, il m'a highlighté tout ce qui commence par, ou tout ce qui a été créé par Nader ici, je peux le voir. Donc, comme ça me facilite l'utilisation du système, ou de l'appareil, ou de top, si vous voulez. K, c'est pour tuer un processus avec son PID. Donc, encore une fois, K ici. K. Ok, désolé, c'est juste K ici. Donc, vous voyez maintenant, il me dit quel est le PID. Donc, le PID ici, je le donne pour qu'il puisse tuer le processus lui-même. Donc là, je ne veux pas tuer le processus, donc je vais juste laisser ça de même. Encore une fois, pour sortir, je fais CTRL-C et je vais sortir du top. Ici, j'ai mis encore d'autres informations que vous pouvez voir. Donc, PID, ID du processus, user, c'est l'utilisateur, c'est lui qui crée le processus, etc. Donc, vous pouvez voir ces informations-là ici. Donc, vous allez voir ça, je pense, en faisant le laboratoire, là. Donc, ça va me donner une meilleure idée. Donc, ça ici, vous avez sûrement vu ça en Linux 1, PS. Donc, PS, ça va nous permettre de voir les processus de l'utilisateur lui-même actuellement. Donc, du user lui-même actuellement. Donc, si je fais PS ici, donc ça me dit que donc l'utilisateur lui-même actuellement, il roule sur du bash. Donc, c'est tout ce que je fais, disons, sur ma session actuelle. Tandis que si jamais, disons, j'avais donc
Là, je fais ls. Je vais juste aller dans CD documents, ls. Je vais faire nano, file 1, disons. Je vais faire CTRL Z pour mettre ça en arrière-plan. Puis là, je vais faire PS. Oh, désolé. PS. Donc, vous voyez maintenant, j'avais mis nano en arrière-plan. Et maintenant, quand je fais PS, je vois le processus ici qui a été logué. Donc, si je veux revenir, je fais FG. Ça va revenir ici. Je fais CTRL X pour sortir. Maintenant, si je fais PS, je ne devrais plus avoir nano parce que j'avais fermé nano ici. Donc, ça, c'est vraiment de l'utilisateur actuellement lui-même. Donc, ça ne regarde pas les autres utilisateurs du système. Donc, c'est seulement pour l'utilisateur lui-même actuellement. -F, on va nous montrer plus de détails. Donc, on peut faire ça pour avoir plus de détails sur les processus qui roulent. Autre commande, donc kill, c'est pour tuer un processus. Donc, kill, puis vous mettez le nom du processus à tuer. Donc, si je vous montre un exemple, donc j'avais encore mon nano, je vais encore revenir un nano ici. F, donc CTRL X pour mettre ça en arrière-plan. Là, si je fais PS, donc là, j'ai mon nano, puis j'ai son PID ici. Donc, je vais faire kill 4478. Et là, si je fais PS, ok, il ne l'a pas tué parce qu'il ne l'a pas forcé. Donc, pour forcer, il faut faire l'option -9. Donc, kill -9 4478. Là, je fais PS. Ah, vous voyez maintenant, il l'a tué. Donc, le nano a été killed ici. Donc, nano ne roule plus. Donc, si je fais FG, je ne devrais plus avoir. Ouais, donc, FG, donc j'ai fait FG, mais il me dit que j'ai pas donc, il n'a pas trouvé de processus qui roule en arrière-plan. Donc, nano a été tué avec la touche kill ou la commande kill -9 pour forcer l'arrêt. PS3, ça va vous montrer le processus en format d'arborescence. Moi, je trouve pas ça très utile. C'est bon à savoir, mais c'est vraiment PS qui est utilisé, puis top, qui sont les plus utilisés dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment ces deux commandes-là ici. grep. Donc, grep, c'est un bon système, ou c'est un bon outil qui va nous permettre de filtrer dans des fichiers ou dans des commandes ou dans des répertoires ou dans des listes. Donc ça va vraiment nous permettre de filtrer quelque chose pour qu'on puisse trouver une correspondance. Donc si je vois ici par exemple grep vivex, donc ça va aller dans le fichier etc passwd et ça va trouver quelque chose qui commence par vivex. Donc ça va trouver une première correspondance ici, puis ça va imprimer la ligne. Donc disons que je fais donc ls ici, ok, ça c'est bon. Donc je vais faire grep, disons. Là je vais faire bonjour. Tu écris bonjour en majuscule ou en minuscule? Ok. Et je vais dire, ok, cherche-moi ça dans file. Ok, il n'a rien trouvé parce que je pense que je l'écris en majuscule. Ok, donc vous voyez maintenant il l'a trouvé. Donc il m'a dit que je trouvais bonjour dans file. Donc il est parti dans file 1 puis il a trouvé bonjour. Ça c'est déjà vu dans de Linux 1. Si jamais vous voulez comme donc ls/etc. Mais là, ici, il y en a beaucoup de fichiers de répertoire, mais je vais filtrer ça. Donc, je vais faire pipe, grep. Puis là, je vais mettre peut-être pam. Puis là, donc, j'ai dit, trouve-moi tous les répertoires ou les fichiers qui commencent par pam. Puis il a trouvé pam.config, puis pam.id. Donc, c'est vraiment pour filtrer le contenu de l'affichage, là. Donc, ça va vous aider beaucoup. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Et encore une fois, j'ai mis quelques exemples ici. Donc, on vient de faire celle-là ici. Donc, ls, grep, pam. Ça nous a montré les deux fichiers là ici. Donc, on va faire une petite révision. Donc, quelles commandes permettent de voir les
et donc devoir et configurer des permissions de détail. Donc c'était get FACL, puis set FACL. Donc get FACL c'est pour voir les permissions configurées, puis set FACL c'est pour changer ces permissions-là. Donc à quoi sert setUID puis getUID? Donc setUID, si on l'utilise sur un répertoire, ça va faire en sorte que tous les fichiers qui vont être créés par la suite, ils auront le même user, donc le même propriétaire. Donc le propriétaire va être unique. Si jamais je fais setGID sur un dossier, mais là ici je vais hériter le groupe propriétaire pour tous mes documents. Si j'applique ça maintenant sur un fichier, je vais hériter les permissions du propriétaire sur le dossier. Donc comme ça, si jamais quelqu'un qui n'est pas administrateur, mais il a besoin d'exécuter un script, mais on ne veut pas lui donner l'accès à sudo, mais on peut utiliser ça comme moyen pour détourner l'accès sudo. Quelle est l'utilité de StickBit? Donc c'était sur un dossier, c'était pour limiter, donc c'est seulement le propriétaire lui-même qui peut supprimer ou renommer ses fichiers. Sur un fichier, c'était vraiment dans l'ancien temps qu'on utilisait ça, c'était pour limiter ou mettre le fichier en mémoire vive en tout le temps. Comme ça, on n'a pas le chercher du disque dur à chaque fois. Donc, quelle est la différence entre Top et PS? Donc, Top, c'est beaucoup plus d'options que PS. Donc, ça nous montre beaucoup plus de détails sur l'utilisation comment dire, du CPU, de la mémoire. Il va nous montrer toutes les autres comment dire ça, utilisateurs, donc tous les autres processus des utilisateurs. Tandis que BS c'est seulement pour un seul utilisateur, puis c'est très limité en information. Du forking, ça on va voir ça au prochain cours, dans les cours suivants, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc c'était du contenu que j'avais enlevé de ce module là, mais ça sera couvert plus tard dans les autres modules. Donc c'est tout pour ce module là ici. Vous allez avoir le laboratoire à faire et on se voit la semaine prochaine. Donc on va corriger l'examen ensemble la semaine prochaine, puis on pourra continuer avec le module 5. Donc merci, puis je vous souhaite une belle soirée.